Et je crois que le changement d'environnement, c'est la menace, entre guillemets, numéro un des habitudes. Alors, co-living, qu'est-ce que c'est? Parce Mois, que pour moi, c'est une coloc, quoi. des tâches à accomplir, dont la plupart sont, comment on dit, quand t'es pas fertile. Chaque lundi, Systémator vous délivre des retours d'expérience, de l'inspiration, des outils et des conseils pratiques pour aider les créatifs à développer leur art, leur productivité et leurs revenus. Vous venez d'activer le Systémator. Installez-vous confortablement dans votre nouvelle vie de créatif. Bienvenue dans Systémator, le podcast qui vous trouve des solutions si vous avez vraiment la flemme de bosser. C'est Seb et Wesley. Salut Wes. Salut Seb, comment ça va? Ça va très bien pour ce 4e épisode de Systémator. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, nous vous invitons, si vous ne l'avez pas déjà fait, à mettre une évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix, celle que vous utilisez. Ça va nous permettre de nous faire connaître auprès des gens qui sont intéressés par les sujets dont on traite. Et voilà, c'est super important. Ça nous permet aussi de voir l'engouement sur ce podcast et voir si on continue, puisque pour le moment, c'est quand même une expérimentation. Et voilà, on va continuer si ça plaît. Si personne nous écoute ou si tout le monde nous déteste, peut-être qu'on ne continuera pas. Nous allons voir, voilà. Aujourd'hui, on va vous parler d'un concept qui est un petit peu un concept de mon cru. J'en prends un peu la paternité. En fait, probablement que ça existe quelque part, mais c'est quelque chose que j'ai testé, utilisé pendant quelques temps. En fait, à un moment, j'avais beaucoup de difficultés à avancer sur les bonnes tâches et j'ai mis en place ce concept que j'ai appelé en quelque sorte la radicalité productive. C'est un terme que j'ai donné après l'avoir implémenté en quelque sorte. En fait, l'idée, c'est d'éliminer 99% des tâches que vous avez à faire par jour et finalement d'en sélectionner qu'une seule pour vous dire « Ok, j'ai fini ma journée et j'ai avancé réellement sur mon projet ». Donc, c'est quelque chose qui peut paraître un petit peu bizarre, surtout dans un monde où il faut toujours en faire plus. Mais on va essayer de détailler un peu l'intérêt de ça et dans quel cas l'utiliser. Ouais, ça me paraît une très bonne entrée en matière, Seb. Je pense qu'il y a pas mal de choses à dire là-dessus, de ton côté comme du mien, et je suis sûr que les personnes qui nous écoutent se reconnaissent. Parfait, c'est parti pour le sujet sur la radicalité productive. Alors, ce concept, il est né en fait de phases de off, comme on les appelle, c'est-à-dire c'est ces moments où vous avez une profonde démotivation ou une routine qui est un petit peu cassée lors d'un voyage ou d'obligation familiale, par exemple. Et c'est ce qui se passe quand on tombe dans une sorte de spirale infernale de démotivation. Toutes nos bonnes habitudes qu'on avait mis longtemps à prendre partent en fumée et c'est assez difficile de repartir. Et c'est vraiment un cercle vicieux. Wesley, est-ce que tu as déjà vécu un peu ces phases de off que je viens de décrire? 100%, mon cher Seb, et particulièrement en ce moment, je dirais pas que je vis plus de phases off qu'avant, mais je vois vraiment le gap entre les sessions que je vais passer à Lisbonne, où je vais être très focus sur mes différents projets, et au contraire les sessions que je vais passer à Lyon avec ma famille et mes amis, où là les habitudes sont complètement chamboulées et où ça va être très difficile de garder toutes les habitudes que j'avais mis tant de temps à construire. Donc oui, ça me parle, et je crois que le changement d'environnement, c'est la menace, entre guillemets, numéro un des habitudes. Oui, tout à fait. Et alors, on en avait parlé un petit peu dans les précédents épisodes. On avait parlé de l'environnement, des personnes qui vous entourent. Et en fait, c'est un petit peu lié parce que ce que tu me décris là, c'est qu'en fait, tu as en quelque sorte deux endroits où tu vis. Tu as Lisbonne, où finalement, qui est un petit peu... c'est presque ton lieu de travail, en fait, concrètement. Et puis, la vie, on va dire, familiale avec les potes, la famille, les parents, etc., qui, elle, se trouve du coup plutôt à Lyon. Et forcément, vu l'écart qu'il y a entre les deux, vu que pendant quelques mois, ta famille, tes amis ne te voient pas forcément, forcément, quand tu rentres en France, tu as ce moment où tu vas leur accorder plus de temps. Et du coup, à contrario, ça va un peu casser cette routine-là. Et en plus de ça, tu peux peut-être aussi avoir
je sais pas, peut-être des phases un peu ou des retours qui font pas forcément te faire avancer dans le bon sens. Comment tu décrirais ça? Tu veux dire quand je rentre à Lyon, c'est ça? Voilà, c'est ça. Oui, forcément, ben voilà, je dois être auprès de ma mère, je dois voir mes amis et c'est un autre rythme de vie. Les gens attendent certaines choses de moi. Donc je peux pas me permettre de, à peine arrivé, m'enfermer dans ma cave, dans mon bunker, comme j'aime bien dire, et continuer à bosser, faire mes 6 heures ou 7 heures par jour de taf. Donc je suis obligé de prendre un peu sur moi. C'est aussi une manière de souffler, hein, c'est un break. Mmh. C'est pas la thématique du jour, mais pour embrayer justement sur ce que tu appelles la radicalité productive, l'idée c'est de garder les pièces du squelette des habitudes qui sont les plus fondamentales et les plus importantes pour la suite. En l'occurrence, moi en ce moment, par exemple, c'est la création de mon album. Et c'est hyper important pour moi de produire de la musique, de composer chaque jour. Donc je sais que si je compose 1 heure dans la journée, j'ai réussi ma journée. OK. Et du coup, alors sans embrayer forcément directement dans le sujet, mais est-ce que tu as eu des périodes, toi, par exemple, où tu as vraiment eu une énorme démotivation et pour repartir, ouais, c'était vraiment dur, quoi? Est-ce que tu as vécu un peu ce genre de période et comment tu t'en es sorti surtout? J'ai pas comme ça d'exemple qui me passe par la tête. Tu as le droit, hein, tu as le droit de pas en Ça a avoir pas dû vécu. être assez marquant, je pense. OK. Mais ouais, peut-être quand sur la fin de mon CDI, avant la rupture conventionnelle, c'était pas évident, mais j'avais mon activité de freelance en parallèle qui me tenait bien. Donc j'avais quand même un bon rythme. J'ai envie de te retourner la question, peut-être que toi tu as des exemples à nous partager? Bah oui, alors moi effectivement, ça m'est arrivé plusieurs fois, d'avoir vraiment ces phases un peu de démotivation. Je suis quelqu'un qui expérimente beaucoup, beaucoup de sujets, beaucoup de domaines, mais mon défaut, c'est que le fait de m'éparpiller fait que du coup, j'ai pas forcément une vie très stable, en termes d'activité, on va dire, journalière. Je pense que ça peut être le terme. Donc ça peut jouer dans la démotivation et puis, ce concept, il est né après en fait une rupture amoureuse où j'étais un peu dans cette phase où j'avais plus trop envie de rien faire et du coup je n'avançais plus. Et le problème c'est que vous pouvez pas vous mettre un peu en congé quand vous êtes à votre compte parce que bah, vous avez plus de revenus. Et effectivement, j'avançais plus du tout et j'avais vraiment pas envie de bosser. Et pourtant, j'avais quand même envie d'avancer forcément. J'étais un peu dans cet entre-deux où je me dis, il faut vraiment que je bosse. Mais quand je me mettais devant l'ordi, bah, il y avait rien qui sortait. J'avais pas envie. Et du coup, je me flagellais en quelque sorte et c'était de pire en pire. Et voilà. Donc au final, il y avait rien de bon qui sortait de cette phase-là. Et du coup, c'est comme ça que j'ai pensé un peu à ce concept de radicalité productive et je me suis dit, bon, puisque tu arrives à rien faire, ce qu'on va faire, c'est que on va minimiser l'effort et qu'on va se dire bon, et ben, dans ce cas-là, on va sélectionner une tâche et on va la faire à fond. Et une fois que tu auras fini cette tâche, ta journée sera finie. Et donc peut-être que ta journée, elle va durer 1 heure ou 2 heures. Parce que le but, c'est juste de faire une tâche, de la faire le mieux possible, mais de quand même se dire bah, tous les jours, j'avance un petit peu. Et de toute façon, c'est qu'une phase et ça va passer, quoi. Et c'est de là, en fait, que la radicalité productive est née. C'est ce concept voilà, de faire une tâche par jour. Ouais, ce que tu me dis, Seb, me parle beaucoup. J'ai pas eu encore une fois de période marquante où j'étais vraiment au point mort. En revanche, il y a pas mal d'épisodes dans ma vie et j'ai envie de dire c'est bah, finalement assez courant, même si j'arrive à forger des bonnes habitudes. C'est le cas en tout cas depuis plusieurs semaines, plusieurs mois dans ma vie, où bah, j'arrive pas à avancer sur des choses. J'ai l'impression de faire du surplace. J'ai l'impression de m'éparpiller et un peu de perdre la tête face à l'ampleur des tâches à accomplir, dont la plupart sont, euh, comment on dit, quand t'es pas fertile, sont stériles. Enfin voilà, n'apportent rien du tout. Donc oui, ça m'est arrivé de péter un câble littéralement face à l'ampleur des tâches à faire, en tout cas en apparence, parce que la plupart d'entre elles, bah, on peut s'en passer et elles sont vraiment secondaires.
Donc, Ça, retourner à exactement. l'essence, encore une fois. Exactement. Et en fait, c'est ça l'avantage, en fait. C'est que le fait de vous dire, bon, bah, je fais qu'une tâche par jour, ça pourrait, au premier abord, on peut se dire, mais attends, tu fous rien du tout de tes journées, quoi. En fait, l'intérêt, il est double. C'est que, premièrement, ça vous force à sélectionner la meilleure tâche. Parce que si vous n'en faites qu'une seule, et ben, tout d'un coup, il faut vraiment prioriser le plus important pour vous. Et donc, parmi tout ce que vous avez à faire, vous éliminez absolument tout et vous prenez la tâche la plus importante qui va vraiment vous faire avancer sur le long terme, sur votre projet. Quel est le truc que vous pouvez faire aujourd'hui pour vous dire à la fin, bon, eh ben, j'ai réussi ma journée et c'est bon, je peux dormir tranquille, quoi. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième avantage, c'est que justement, quand vous avez cette routine, cette discipline qui est cassée par un voyage, par un changement d'habitude, par peu importe, euh, des fois, c'est très très difficile de se remettre dedans. Moi, j'ai vraiment eu des phases où je créais tous les jours, sans exception, presque même le week-end inclus. Et même des fois, quand j'écrivais pas le week-end, bah, ça avait tendance à un peu casser ma routine. Bah, c'est souvent le cas avec la lecture, par exemple. Moi, je suis pas un grand lecteur, mais il y a des phases où je me dis, bon, allez, je vais essayer de lire un petit peu tous les jours. Si je ne lis pas pour une raison, peu importe laquelle, si je ne lis pas d'une seule journée, ça va devenir extrêmement compliqué pour moi de lire le lendemain. Ça demandait un certain effort et je vais juste même pas y penser et au fur et à mesure, la routine va se casser en deux et bah, mon livre, je l'aurais pas avancé et je l'aurais laissé prendre la poussière, quoi. Donc c'est un peu le souci. Et donc si vous n'avez pas quelque chose pour vous permettre de reconstruire ces habitudes de zéro, parce que des fois c'est le cas, enfin c'est quelque chose en tout cas que personnellement j'ai ressenti, et ben le fait d'utiliser ce principe de radicalité productive permet de repartir à la base et de repartir doucement. Parce que encore une fois, on peut pas se dire bon allez à partir de demain, je vais faire du sport, je vais faire mes propres pas, je vais bosser tout le temps pendant 6 heures par jour et être créatif et en plus me lever à 5 heures du mat. Si vous mettez tout ça en place, ça marchera jamais, quoi. Tu peux pas tout mettre en place là-dessus. Je sais pas si Wesley t'as déjà eu ces phases justement. Tu sais, c'est un petit peu le syndrome bonne résolution du 1er janvier, quoi. Où Ouais, genre tu te fais une liste des trucs à faire et en fait ça tient une semaine et encore. ouais. En fait, j'ai envie de rebondir sur ce que tu viens de partager à différents endroits. Déjà, pour répondre à ta question, oui, j'ai bien sûr moi aussi eu cette impression de pas arriver à tenir des habitudes. Et justement, ce dont je suis certain, c'est que les habitudes, pour la plupart, ne sont pas faites pour être tenues toute la vie. Elles sont faites pour nous accompagner dans des périodes spécifiques de nos vies. C'est-à-dire que il y a des habitudes qui sont piliers, je sais pas, se brosser les dents ou se laver ou manger. Ça, on le fait depuis qu'on est tout petit et c'est vital ou voilà, c'est très ancré dans la société de voilà devoir faire ces choses-là qui touchent à notre santé finalement. Euh, mais pour beaucoup d'autres choses, c'est pas le cas. Et par exemple, pour prendre l'exemple de la routine du soir et le coucher, quand je sais que je vais à Lyon, euh, bah, je suis conscient du fait que ça va être difficile de couper mes écrans à 22h et de dormir à 23h, tu vois, d'éteindre les lumières à 23h. Et quand je suis à Lisbonne, à l'inverse, j'ai très peu de friction, donc c'est facile pour moi de l'implémenter. Donc encore une fois, les habitudes, je pense que c'est important de ne pas trop s'auto-flageller autour de l'obsession de la ligne de case cochée. Tu vois ce que je veux dire? À un moment, j'avais un peu ça de me Ouais. dire, ok, chaque jour, il faut que je le fasse, il faut que je fasse ma méditation. Et parfois, je tenais comme ça pendant, ouais, je sais pas, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 100 jours et plus. Et une fois que j'arrêtais, j'avais tendance à tout laisser tomber. Hmm. Et l'idée, c'est d'être plus souple vis-à-vis de nos habitudes, peut-être avoir des habitudes plus faciles à accomplir. Au lieu de méditer 20 minutes, bah aujourd'hui, je médite 10 minutes par jour et c'est bon. Je pourrais même baisser à 1 minute. Et donc, pour encore ramifier, parce que je voulais rebondir, et j'essaie de pas perdre le fil sur ce que tu me disais juste avant, c'est important, selon moi, de distinguer ce que tu appelles la radicalité productive, ce concept qui consiste à faire la tâche la plus importante dans ta journée pendant un certain laps de temps, et les micro-habitudes. Alors, ce serait peut-être l'objet d'un prochain épisode, mais ces micro-habitudes, par exemple la lecture, j'imagine, Sébastien, que c'est pas le pilier de tes journées, ou rarement.
Donc, c'est important, je fais juste le distinguo entre les deux. Et que ces micro-habitudes qui vont parfois prendre juste 1 minute, elles sont variables, quoi. Il y a des moments, et même d'ailleurs, ton habitude centrale, ton pilier de radicalité productive, ça va changer selon les périodes. Mais juste petite touche pour terminer mon envolée lyrique, c'est, je pense, plus important de faire quelque chose tous les jours, si c'est important pour nous, mais moins longtemps, plutôt que de vouloir absolument le faire très bien. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Il vaut mieux, par exemple, si Ouais, tu fais tout à fait. typiquement le sport, moi j'ai du mal souvent je casse ma routine, mais le fait de me dire ok, aujourd'hui j'ai pas trop le temps, je suis un peu en PLS, j'ai pas trop la motive, mais je vais faire mon 7-minute workout, c'est-à-dire 7 minutes de sport, euh, parce qu'au moins je perds pas l'habitude de mettre mes affaires de sport et faire mes pompes et voilà. Ouais, tout à fait. Tout à fait. C'est super intéressant ce que tu dis, ce concept effectivement des habitudes qui sont pas faites pour durer toute la vie. Et c'est quelque chose que j'avais jamais, enfin, que je m'étais jamais vraiment dit, alors qu'en fait c'est exactement ça. Pour la plupart, les habitudes, tu les mets en place, mais tu les tiens pas tout le temps, et c'est pas des choses qui sont ancrées à vie pour vraiment la plupart. Il faut vraiment, je pense, beaucoup de temps pour que ça le soit. Euh, et justement, alors, parlons un petit peu du concept, de ce concept-là, nouveau de radicalité productive. Effectivement, donc, le fait de faire qu'une seule chose par jour, ça vous permet vraiment de vous dire, de sectionner ce qui est important et de le faire vraiment. Parce que du coup, la friction de travail est beaucoup plus simple. L'inconvénient, en fait, voilà, de la radicalité productive, réellement, c'est que du coup, vous êtes forcément plus lent versus si vous êtes plus discipliné. Et encore, ça dépend, ça peut se discuter, mais par exemple, si vous créez du contenu, euh, moi, je sais que quand j'avais ces super phases de super productivité où j'étais un peu en mode super-héros là-dessus, j'avais vraiment 2 phases, 2 gros cycles de 2-3 heures de travail par jour. Donc, du coup, j'étais capable de créer pendant 4 à 6 heures en moyenne. Et du coup, ce qui me permettait d'avancer beaucoup plus vite. Alors que si j'avais juste fait une tâche, peut-être j'aurais fait un contenu et après, voilà, j'aurais terminé ma journée et j'aurais fait OK. Donc, c'est un peu le souci, c'est que on est forcément un peu plus lent pour avancer, mais c'est pas forcément en fait. Euh, Maintenant, ce qui est intéressant, c'est quand est-ce qu'on peut utiliser ce type de méthode en fait, et est-ce que ça peut s'appliquer à vous? Selon moi, il y a plusieurs cas dans lesquels on peut le faire. Et c'est justement ces moments off où vous êtes un peu déprimé, où vous n'avez pas forcément le moral, ou voilà. Ces moments aussi où vous avez des contraintes personnelles, des contraintes familiales, des enfants aussi peut-être. En bref, vous avez peu de temps libre, ou en tout cas votre temps de travail est réduit pour X ou Y raison. Et puis, il y a un autre cas dans lequel vous pouvez l'utiliser, dans lequel ça s'apparente vraiment très bien. Et c'est peut-être, je pense, que c'est peut-être une des meilleures méthodes d'ailleurs à ce sujet-là. C'est quand vous êtes finalement salarié. Parce que si vous êtes salarié et que votre objectif, c'est petit à petit de migrer vers votre activité créative, ou votre entreprise ou votre projet, peu importe, eh ben, il faut pouvoir avancer. C'est difficile de se taper encore du travail quand on rentre de ces journées de boulot. Euh, je sais pas toi, Wesley, mais quand je fais des journées complètes sur un autre projet, alors par exemple, en ce moment, je donne des cours, donc ça peut s'assimiler un petit peu à du salariat finalement, puisque j'y vais de 9h à 16h, encore je finis pas trop tard, mais quand tu finis vers 17h, 18h et que tu rentres chez toi et que tu tapes toute une journée, bah c'est compliqué un peu de repartir et de te dire je vais travailler et sur des tâches un peu en vrac finalement. Je sais pas ce que tu en penses. Bah, ça me rappelle effectivement l'époque où j'étais sur la fin de mon salariat, et j'avais mon activité de freelance en parallèle avant que ça devienne à 100%. Euh, je mettais à profit la pause déjeuner, par exemple, pour bosser un peu, faire du travail client, faire de la prospection. Le soir aussi, je m'étais abonné à un espace de coworking exprès pour pouvoir aller travailler le soir. Mais sachant que j'avais cette perspective de partir et que j'avais déjà signé ma rupture conventionnelle, euh, j'avais de l'énergie à y mettre. Mais effectivement, l'idée c'est de se focaliser sur une chose et se dire ok, quand je rentre du travail, euh, tous les jours je vais faire une demi-heure sur mon projet. Et encore une fois, ça n'a pas besoin d'être
une quantité de temps énorme, mais c'est important soit de le faire tous les jours, ou soit de le faire peut-être juste quelques fois dans la semaine, mais peut-être, je sais pas, concentrer ça sur le week-end et, et ne pas tenter de lancer trop de choses en parallèle. Je crois que toi comme moi et comme des millions de personnes et de créatifs plus particulièrement, on a ce syndrome des plusieurs lèvres à la fois, quoi. Et du coup, c'est intéressant parce que tu avais déjà au final des clients et tu savais en quelque sorte tu faisais de la prestation, donc c'était très concret. Si tu avais dû quitter ton boulot et que ton objectif c'était vraiment de devenir musicien à temps plein et donc de gagner ta vie avec, j'imagine que les choses auraient été quand même assez différentes parce qu'au final, dans ce genre de domaine, bah, au final, tu produis, mais tu sais pas vraiment les résultats que tu vas obtenir à l'avance, tu sais pas vraiment si ça va marcher. Enfin, Ouais, je vois exactement c'est ce que ça tu veux qui est un dire. petit peu chaud, quoi. Bah, Comment tu le gères, ça, toi, par exemple, émotionnellement j'ai pas ou de autre? recette miracle parce qu'aujourd'hui, justement, je vis ma vie de manière à gagner suffisamment pour manger et en parallèle développer ma musique. Donc j'ai cette sécurité-là. Au Quelqu'un, final, t'es un peu dans ce cas-là, en fait, où tu mixes tes journées de travail. Alors, t'es pas salarié, t'es quand même à ton compte, mais tu as quand même du travail pour des clients, pour des prestations, on va dire, de récurrente, ouais, rédaction ou autre. en Mais en l'occurrence. plus, tu as la musique à côté que tu veux développer. Et ta question, c'est quoi? C'est comment je m'organise? Comment tu gères en fait les deux en fait? Comment est-ce que tu définis le fait que tu as avancé sur ton projet musical alors que c'est quelque chose qui est quand même assez flou Ouais, je dans vois le sens exactement. où comme on l'a dit, bah, t'es pas garanti d'avoir des résultats avec tel ou tel morceau ou autre. Euh, ouais, là, je pourrais développer pendant de longues minutes, voire plus. Mais pour rester succinct, quand on crée quelque chose, c'est ce que j'ai remarqué en faisant de la musique, il y a plusieurs phases à distinguer. Il y a la première phase qui va être la phase créative pure. C'est-à-dire que là, je vais faire le parallèle avec une toile, tu vois, quelqu'un qui peint une toile, mais c'est une métaphore. T'achètes ta surface, ton support, qui est blanc, a priori, et tu vas commencer à mettre des couleurs dessus. Un petit peu comme tu le sens. Voilà, c'est un peu OK, au feeling, je crée sans me prendre la tête, sans me poser de questions. Ensuite, tu vas te rendre compte que ton œuvre, qu'elle soit abstraite ou figurative, elle peut prendre une tournure. Tu te dis, ah ok, je sens que là, je peux mettre peut-être plus de jaune ici, plus de bleu, moins de rouge, peu importe. Donc ça, c'est la deuxième phase où tu vas affiner ton œuvre. Mais là, on n'est que dans le processus créatif. Et puis, on va dire la deuxième, voire troisième phase, ça va être la finaliser en te disant, ok, c'est quoi l'identité de cette œuvre? Comment est-ce que je vais pouvoir ensuite la vendre, la marketer et aller au bout du concept? Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si Seb, ça te le fait, mais quand tu regardes une œuvre ou quand tu écoutes une musique, bah, quand tu relis les paroles avec le titre, avec la pochette graphique et le groupe ou l'artiste qui a fait ça, tu te dis qu'il y a un vrai concept et tu dis ah ok, ce morceau s'appelle ainsi et ça fait vraiment penser à ce concept-là. Ils sont vraiment allés au bout du truc. Donc déjà dans la partie créative, il y a 3 phases comme je viens de le dire. Et ensuite, il y a tout l'aspect promotionnel et marketing qui lui prend énormément de temps aussi. Et c'est tellement un gros chantier de vouloir monétiser sa passion que à la fois, pour répondre à ta question, j'essaye de répondre tant bien que mal. Je suis dans l'étude de ok, je vais faire comme tel artiste parce que j'ai suivi telle formation sur comment, encore une fois, trouver sa niche en tant que musicien, trouver son audience, et ensuite faire de la bonne musique et capter cette audience et pouvoir ensuite lui vendre des produits ou des services. Et en même temps, tant qu'on n'a pas essayé la chose, on ne sait pas si ça marche. Donc, c'est important de s'y mettre tout simplement et de bien segmenter les parties. Très concrètement, là en ce moment, je suis dans la phase de création de mon album, mais je sais que en parallèle et après, je vais me concentrer sur la partie marketing et promotionnelle. Donc, parfois je le fais en parallèle, parfois je le fais l'un après l'autre si je veux vraiment avancer sur une phase en particulier. Ok. Et du coup, pour reconnecter avec le sujet sur la
productivité productive et l'idée d'avoir une tâche importante par jour pour avancer sur un gros projet, comme par exemple la musique. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais après une journée client? Est-ce que tu as des journées, par exemple, où tu as tout ton boulot pour les clients et après tu fais de la musique et comment tu gères ça? Est-ce que niveau fatigue, niveau tout ça, enfin, comment tu gères ça en fait de manière globale? C'est vrai que ça a pas mal changé ces derniers mois, mais ce qui marche le mieux me concernant, c'est de faire plusieurs choses dans la journée, mais de les segmenter, typiquement matin, après-midi. Mmh. Faire du travail client le matin, comme ça je sais que c'est fait et que je suis débarrassé de ça, même si le mot n'est pas adéquat parce que j'aime travailler pour ce client en particulier. Mais je sais que voilà, ça reste mon gagne-pain, donc je kiffe moins que faire de la musique. Et puis l'après-midi, là, je vais me focaliser sur la musique. Tout dépend évidemment du nombre de clients que je vais avoir. En ce moment, j'en ai un, j'ai un client principal, donc ça ressemble quasiment à du salariat dans la manière dont je travaille. Savoir que voilà, je sais que si j'y passe un jour et demi par semaine, ben ça suffit. Et c'est justement ces 8, 10, 12 heures, elles vont être découpées typiquement en plusieurs jours. Le reste du temps, je vais pouvoir vraiment me focaliser sur la musique. Quand j'ai plus de clients, OK. nécessairement, ça va être davantage équilibré. OK, d'accord. Donc en fait, tu priorises quand même le travail client de ton projet musical? Ouais, ouais, parce qu'il y a un article à sortir par semaine et c'est Ouais, c'est j'ai lourd. des comptes à Tu rendre peux pas te vis-à-vis de permettre quelqu'un. de Ouais, ouais, exactement. Mais après, si par exemple, je commence bien ma semaine et que le lundi, mardi, j'ai déjà bien avancé sur l'article, ça veut dire que le mercredi matin, je peux commencer directement par de la musique. Tu vois, tout dépend d'accord. de mon travail client. Si je le souhaitais vraiment, je pourrais m'organiser et c'est ce que je fais un peu avec les publications réseaux sociaux, euh, programmer à l'avance. Programmer à l'avance, c'est un peu un pléonasme, mais voilà, anticiper. euh, Travailler plus une semaine pour la semaine suivante n'avoir quasiment plus rien à faire. Donc tout est possible, hein. OK. OK. Ah, c'est intéressant parce que moi, j'ai plutôt le syndrome inverse où justement je priorise toutes les tâches importantes pour moi et après je passe au travail client parce que j'essaie le maximum de penser long terme et valeur ajoutée pour développer mon site, mes projets, etc. Et j'essaie vraiment d'utiliser un maximum de ma bande passante de la journée sur le matin et du coup sur la création de contenu pour moi. Euh, et vraiment, dans certains cas, je vais faire l'inverse parce que, par exemple, on a une deadline serrée ou alors il y a vraiment un boulot très créatif à sortir pour un client et du coup, euh, j'ai besoin de concentration là-dessus. Mais c'est vrai que j'ai l'habitude justement, moi, de me prioriser moi, en quelque sorte, avant le boulot du client, sans non plus délaisser ce qu'on a à faire pour les autres. Hein, Mmh. mais voilà, c'est plutôt comme ça que je le vois. Donc c'est assez intéressant de confronter un peu les points de vue là-dessus. Yes. Eh ben parfait. Bah écoutez, voilà un peu pour ce concept de radicalité productive. À vous de voir si c'est quelque chose qui vous intéresse. Vous pouvez l'implémenter, essayer de l'implémenter si vous en avez besoin. Voyez vraiment ça en fait, ce qu'on vous donne d'ailleurs un peu dans ce podcast comme ouais, des outils quoi, une sorte de boîte à outils. On vous donne un petit peu les outils qu'on utilise régulièrement. Mais après, sentez-vous libre d'essayer ou non, de tester. Et je pense que c'est ça aussi qui est intéressant. C'est toute cette phase d'expérimentation où tu testes des choses. Bon, par exemple, petite parenthèse, il y a quelques années, j'ai essayé plein de systèmes d'organisation différents. Donc, des fois, j'avais un tableau blanc, après, j'avais des post-it. J'avais collé, par exemple, des espèces de grandes feuilles A3 sur mon mur et je mettais des post-it un peu pour essayer de m'organiser là-dessus. Bon, moi, il y a vraiment une espèce de plaisir aussi à réfléchir un peu à comment on s'organise, comment est-ce qu'on essaie d'avancer et voir qu'est-ce qui marche le mieux. Ouais, je sais pas si Wesley, pareil, tu as eu ces genres de phases de tests pour s'organiser, mais c'est vrai que c'est un truc qui est pas facile, quoi. Trouver le truc qui fonctionne pour nous, c'est pas Absolument, ouais. évident. Absolument. Bah, tout comme toi, j'ai testé des dizaines d'outils différents de productivité, des dizaines de méthodes. Je dis dizaines parce que ça sonne mieux, mais j'en ai testé beaucoup. Euh, et, et je crois, encore une fois, plutôt je dirais, je ne crois pas à la dictature du il faut. Voilà. Ouais, C'est-à-dire que 100%.
arrêtons de nous forcer à faire des choses parce que ça fait bien de le faire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il y a des phases où j'accepte de faire moins de sport et de me dire, bah voilà, j'ai sauté telle ou telle séance. Mais je sais que sur le long terme, c'est quelque chose qui, globalement, j'ai envie de me dire, à n'importe quel moment dans ma vie future, et présente et future, la dernière séance de sport que j'ai faite est pas très loin de moi en arrière, ou la prochaine n'est pas loin devant moi. Tu vois? C'est-à-dire que je peux, typiquement, j'essaie de faire du sport 3 fois par semaine. Là, quand j'étais à Lyon, parfois j'en ai fait que 2 fois par semaine, voire 1 fois dans la semaine. Mais je sais que voilà, de retour à Lisbonne, boum, je m'y remets. Et parfois, on n'est pas au jour près, mais globalement, c'est important pour moi d'être en bonne santé, de me muscler. Donc, le sport, ça va rester en toile de fond. C'est un peu comme, je sais pas, si tu as des copies de sauvegarde à faire sur ton disque dur, idéalement, tu le fais régulièrement chaque semaine. Parfois, tu vas oublier, tu peux laisser passer 2-3 semaines. Mais tu sais que si tu attends trop longtemps et que ton disque dur pète, tu vas perdre toutes tes données. Ouais, carrément. Donc, c'est un peu la même chose. Un autre point de vue que je voulais partager sur tout ça, c'est que, et il est très connexe avec le précédent, c'est que on marche par phase. Il y a des moments donnés de notre vie où on va être focalisé sur, ok, je veux quitter mon emploi salarié. Comment est-ce que je vais pouvoir lancer mon activité en tant que freelance en parallèle? À un autre moment donné, ça va être, je veux créer une œuvre, je veux créer quelque chose d'artistique ou pas artistique, je veux créer quelque chose, du contenu. Donc, je vais me focaliser là-dessus. Ensuite, je vais me focaliser sur trouver mon audience ou la promouvoir. Ensuite, je vais me focaliser sur créer un produit, par exemple, ou chercher des clients, peu importe. Donc, toutes ces phases-là, elles sont nécessaires. Même des... ouais. Vas-y. Voilà, il y a même en fait des phases où on va se concentrer peut-être sur notre famille ou autre, des choses qui n'ont pas forcément de rapport avec le fait d'avancer, et c'est ok. Maintenant, il faut faire attention non plus à pas tout délaisser pour ça, et de se dire bon bah là je me concentre que sur ma famille ou autre, et de délaisser finalement le reste, parce que après on se retrouve avec une espèce de trou temporel en quelque sorte. C'est comme avec le sport, j'imagine, t'en fais pas de quelques jours, puis après ça commence à traîner, et puis au final tu te rends compte que mince, ça fait 3 semaines que j'en ai pas fait, et là c'est difficile de repartir. T'as un peu ce truc de démotivation qui vient. Ça me fait penser à quelque chose d'intéressant aussi, ce que tu as dit. C'est un peu ce truc un peu de déformation aussi du temps. On pourra faire l'épisode, je pense, là-dessus, mais le fait un peu de se noter, par exemple, justement sur le sport, c'est quand la dernière fois que tu as fait du sport cette semaine, ça te permet de voir concrètement, ok, je l'ai fait tel jour à telle heure, et pas juste te reposer sur tes souvenirs. Moi, j'ai un exemple professionnel un peu là-dessus, c'est que j'ai un projet à côté, un fan site sur un jeu vidéo qui fonctionne bien, et avec l'équipe, on va dire, décisionnaire sur le projet, on a eu un peu une embrouille à un moment en se disant ouais, mais il faut absolument qu'on se fasse une réunion, ça fait des mois qu'on n'en a pas fait. Et en fait, en regardant, non, ça faisait pas des mois, ça faisait juste 2 semaines. Et on s'est dit en fait, du calme, tout va bien, c'est pas grave et tout ça, on va en faire une. Mais en fait, ça fait pas, enfin, il n'y a pas un manque total de communication entre nous. C'est juste qu'à un moment donné, ça a été un petit peu compliqué, justement par différentes phases. Certains avaient des études, certains avaient plus de boulot, donc il fallait gérer un petit peu ça comme on pouvait. Et voilà. Et donc le fait de le noter, ça permet de faire face à la réalité aussi là-dessus, et de savoir où est-ce que vous en êtes et si vous avez concrètement avancé. Et ça peut être une idée justement pour connecter, je finis juste là-dessus, ça peut être une idée justement pour connecter avec la radicalité productive. Vous pouvez tous les jours noter, ok, voilà ce que j'ai accompli hier, avant-hier, etc. Et du coup, vous avez un suivi sur un cheminement logique, et vous pouvez regarder justement, ok, est-ce que ce que j'ai fait, est-ce que les tâches que j'ai fait ont du sens? Puisque c'est ça aussi la clé, c'est d'éliminer et de prendre le plus important. Ouais, j'allais rebondir sur ce que tu disais, et je pense que ce serait bien l'objet d'un futur épisode aussi. C'est un outil de traçabilité des habitudes, qu'elles soient micro ou qu'elles soient plus importantes, piliers. Et justement, j'en ai un à proposer. J'utilise un document Excel qui est très bien fait, avec des oui et des non. Est-ce que j'ai fait cette tâche ou pas? Et ce qui est génial, c'est qu'à la fin de la semaine, ça me calcule un pourcentage de réussite globale. Je sais, par exemple, quand j'étais à Lyon, je peux te dire que les 2 semaines que j'ai passées à Lyon, j'ai accompli 40% de mes tâches
la première semaine et 40% la deuxième semaine. Alors que lorsque je suis à Lisbonne, je tourne plutôt autour des 60-70%. Donc tout de suite, en un clin d'œil, je vois, ok, l'indicateur est au vert, ou il est au jaune, ou il est au rouge. Et ça, c'est quand même, voilà, les données, les datas, on a beau dire tout ce qu'on voudra, ça enregistre tout. Enfin, justement, la force des données, c'est d'enregistrer toutes ces choses-là. Alors que nous, si on se fie simplement, comme tu dis, à notre mémoire, à nos souvenirs, eh bien, on est très vite limité. En fait, on sait qu'on n'est pas très bien, qu'on n'avance pas très bien, mais on pourrait pas dire exactement pourquoi et comment. Donc, Ok. épisode à exploiter. Bah écoute, c'est super Wesley. Vous avez ce fameux outil dont Wesley vient de vous parler, ce tableur Excel. Vous avez un modèle qui est disponible sur le site systemator.tech, .tech, et vous allez sur l'article correspondant à cet épisode et vous aurez justement ce template que vous pourrez récupérer et que vous pourrez utiliser pour calculer votre pourcentage de réussite justement dans votre journée. En fait, ouais, Systemator, c'est un peu le podcast qui brainstorm ses idées en live, quoi. Tu vois, là, on s'est dit, ah ouais, on pourrait faire tel épisode et tout ça, ça pourrait être trop bien. Donc, c'est incroyable. C'est génial. Vous avez en live les phases de création de cette émission, quoi. C'est formidable. Grave. Allez, on va passer au truc de la semaine. Mais avant ça, je vous rappelle que si vous voulez sauver un Systemator, vous pouvez aller lui mettre des évaluations sur la plateforme de podcast que vous utilisez, notamment sur Apple Podcast. Si vous aimez, mettez-nous un avis, parlez-nous, mettez les étoiles que cette émission mérite, si elle en mérite. Et voilà, ça nous permettra de continuer cette émission. Et vous pouvez également vous rendre sur le site systemator.tech, qui résume un petit peu tous les épisodes. Vous retrouvez les anciens épisodes aussi, et vous retrouverez aussi quelques contenus supplémentaires, et vous pourrez également nous contacter dessus. Donc voilà, allez-y, c'est tout beau, c'est tout neuf, et voilà. Et c'est parti. Et on passe au truc de la semaine. Formidable, Wesley, quel est ton truc de la semaine ? Eh bien, le truc de la semaine, je suis un mauvais élève, je l'avais même pas préparé en amont de notre épisode. Mais ouais, je l'ai vu noter là. On a un document où on parle en même temps, où on écrit en même temps et tout ça. Je l'ai vu noter un peu. J'ai oublié tout ça et tout. C'était assez marrant. Ouais, on dira rien pour cette fois. Mon truc de la semaine, écoute, il est devant moi. D'ailleurs, je suis même dessus puisque c'est un espace de co-living / coworking que j'ai découvert à Lisbonne. Il y a Alors co-living, qu'est-ce que c'est ? Parce que pour moi, c'est une coloc, quoi. Non, un co-living, c'est entre une grande coloc dans un complexe, un peu comme un complexe hôtelier ou on va dire une auberge de jeunesse, un hostel, et un espace de coworking. Je sais pas s'il y a un équivalent en français parce que c'est un terme qui est nouveau et et le concept derrière est quand même relativement coïncide relativement avec notre ère 2.0 ou 3.0, avec de plus en plus de personnes qui sont digital nomades ou nomades tout court, qui voyagent beaucoup et qui cherchent non seulement un endroit où passer quelques nuits, voire quelques semaines, voire plus, mais également à se connecter à une communauté et à avoir un espace de vie, de partage avec, typiquement là où je suis, il y a une espèce de cantine-restaurant, c'est un peu entre les deux. Il y a un espace de coworking, il y a une piscine, il y a un rooftop. Donc tout ce qu'on pourrait retrouver dans un hôtel finalement, mais avec l'état d'esprit communautaire qu'on retrouverait davantage dans une grande colocation, je sais pas, de 5 personnes, quoi. Okay. Donc voilà ce que c'est. Et du coup, il y a combien de personnes qui gravitent un peu dans ce genre d'univers ? Alors, les personnes qui y vivent réellement, je pourrais pas te dire, mais je dirais qu'il y a quelques dizaines de chambres. Maintenant, dans l'espace de coworking, on est, pareil, on est quelques dizaines. Aujourd'hui, c'est la journée de découverte gratuite. Moi, j'ai pris un pass au mois. Donc, tu vois, pour 150 €, c'est vraiment, ça vaut vraiment le coup. Sachant que c'est un peu ma deuxième maison, quoi. Je viens y travailler tous les jours et c'est mon coin de paradis. Et c'est ça que je voulais partager finalement en lisant le truc de la semaine. C'est trouver son coin de paradis, son environnement dans lequel on sait qu'on va pas être dérangé et on va être productif parce que on kiffe travailler à cet endroit. Moi, quand je suis ici donc ça s'appelle Selina Secret Garden, si j'ai pas donné le nom.
j'ai l'impression d'être en vacances, tu vois. J'ai l'impression de bosser en vacances, donc je kiffe bosser pour mon client ou sur ma musique. Et quand je vais faire mes pauses, eh ben j'ai le soleil et j'ai la piscine, quoi. Donc qu'est-ce que tu veux de mieux? Ah, c'est génial. Voilà. On vous mettra des photos pour vous faire saliver et vous faire envie sur l'article aussi. Vous pourrez aller voir à quoi ça ressemble. Donc c'est Selina Secret Garden, c'est ça, hein, Ouais, c'est à c'est une Lisbonne. chaîne justement d'espace de co-living. Je crois que ça vient d'Amérique latine et ils en ont ouvert partout, enfin pas partout, mais beaucoup en Amérique centrale et latine et du Sud. Et là, ils commencent un petit peu à conquérir l'Europe avec Lisbonne et voilà la Grèce, que les endroits où il fait beau, quoi. Ok, super. Donc pas en France du coup. Pas encore. Peut-être Ok. bientôt. Bah, juste l'été du coup. Ouais. Ok. Eh ben merci Wesley. Alors moi ma recommandation de la semaine, mon truc de la semaine, j'ai regardé le film. J'ai envie de dire un peu de propagande parce que en gros, donc en fait j'ai regardé le film Emmanuel Macron, les coulisses d'une victoire. Et en fait c'est le genre de film, tu sais, qui le gars est élu le dimanche et le film sort le lundi, quoi. Genre tu te dis putain les gars avaient tout prévu ou tu sais genre c'est truqué. Enfin c'est un peu bizarre, tu vois, genre d'avoir un truc un peu comme ça. Et en fait je m'attendais vraiment à un navet, quoi, tu vois, parce que je sais pas si tu avais vu ce film qui était sorti pareil sur la victoire des Bleus en 2018. En gros, ils ont gagné la Coupe du Monde et genre pareil, le lendemain, t'as un film qui est sorti sur soi-disant les coulisses des Bleus et tout ça. On va voir Effectivement, ça avait les images pas. d'entraînement de Laurent Blanc et tout. Ouais. Tu l'avais vu? Peut-être des extraits, ça m'avait pas marqué. Ils ont voulu faire comme les yeux dans les bleus après la victoire de 98 et apparemment ça n'a pas marché. Bah, c'était vraiment c'était fait à l'arrache, quoi, tu vois. Puis il y avait pas vraiment d'émotion, il y a pas vraiment de ouais, je trouvais que c'était vraiment creux et tu sentais que le truc a été fait vraiment rapidement parce que dans une compétition, c'est chaud, tu peux pas tout prévoir à l'avance. Tu vois, potentiellement le tournage peut s'arrêter du jour au lendemain Ouais, et ton documentaire, vu que c'est de la télé, il doit quand même faire 52 ouais, minutes, bien quoi. sûr. Donc ouais, t'as un peu cette pression là-dessus. Du coup, j'avais un peu peur pour ce film sur Macron, d'autant plus que bon, moi c'est pas vraiment quelqu'un que je défends ou quoi, mais du coup j'ai regardé ce documentaire et j'ai trouvé ça en fait vraiment intéressant parce que il y a je sais pas comment dire, il y a une espèce de il y a un monde entre la personne que c'est publiquement et la personne qu'il est un peu entre guillemets dans la vie de tous les jours, en tout cas quand tu le vois dans sa campagne. C'est ce qui m'a marqué en fait chez lui, c'est il a une espèce d'optimisme incroyable et une clarté sur la situation. Par exemple, tu le vois sur certaines, enfin la campagne de 2017 était dingue, quoi. Il y a eu des retournements de situation tout le temps. C'était un film, quoi. Vraiment, c'était assez Mhm. incroyable. Et tu le vois notamment sur les primaires de la gauche. Il disait, il faisait ses analyses. Et en gros, il avait limite prédit que Benoît Hamon passerait, alors que personne lui donnait de crédit à ce moment-là. Quand il y a eu les affaires un peu sur François Fillon et que tout le monde disait qu'il allait se retirer et tout ça, lui était au téléphone, il disait oh non, je pense qu'il va rester, il va pas lâcher comme ça. Et il y avait une certaine clairvoyance, une très bonne analyse là-dessus de sa part. Et puis tu le vois tout le temps, tout le temps optimiste, tout le temps à fond. Tu le vois par exemple, alors c'était peut-être aussi, il y a peut-être aussi l'effet caméra derrière qui est possible. Mais genre tu le voyais dans les coulisses juste avant le grand débat, à faire semblant de donner un peu des coups de poing en mode vas-y je me chauffe pour le combat, quoi. À un moment il se prend un œuf au salon de l'agriculture, Ah ouais. t'as toute son équipe qui est au bout de sa vie et qui est hyper inquiet, tout ça, lui il se marre mais genre il rigole comme pas possible, tu vois, genre c'est drôle et il fait des vannes sans cesse et il est même limite presque un peu ouais, le gamin qui veut faire des conneries, quoi, presque, tu vois. Genre, à chaque fois, il lui faisait, ouais, non, t'avais une foule de personnes qui l'attendaient et qui limite le huaient. Et lui voulait vraiment aller à la confrontation, parler avec eux et tout ça. Mais presque, Le mec un peu taquin, je quoi. pense pas pour. Ouais. Ouais, voilà, taquin, mais pas dans la provoque au final. Pas forcément dans la provoque, mais qui est combatif, quoi. Je pense que c'est le terme. Et tu vois son équipe qui était en mode non, tu passes dans le coin, tu prends la voiture et tu leur parles pas, quoi. Et quand même, tu vois qu'il essayait un peu de provoquer le truc et c'est assez intéressant parce que
je trouve que ça donne un peu du sens finalement aux espèces de sorties, aux repiques et aux phrases un peu malaisantes, pas politiquement correctes justement, qu'il sort régulièrement. Et donc, ouais, j'ai trouvé ça, ce film, assez intéressant. Ça montre bien comment se passe une campagne là-dessus. Et ouais, j'ai trouvé ça, ouais, j'ai plutôt apprécié le documentaire, il était plutôt bien fait. Alors, le petit truc, c'est qu'à la base, il était sur Netflix, et genre le lendemain que je l'ai vu, sans déconner, j'ai essayé de le retrouver, et j'ai vu qu'il était plus dispo. Ouais. Donc, je sais pas ce qui s'est passé. Mais voilà. Donc, j'aime bien ce genre de documentaire, tu vois, où tu apprends un peu plus sur les personnalités connues ou autres, et que tu vois un petit peu comment ils se sont développés, tu vois un peu plus leur personnalité, tu reprends certaines choses, et même si des gens, tu vois, forcément que tu portes dans ton cœur ou autre, tu vois, c'est toujours intéressant, je trouve, de voir comment ils ont fait, comment ils voient le monde et tout ça, parce que ça, tu dépasses un peu tes opinions personnelles et tu essaies vraiment d'aller chercher à compléter justement ta boîte à outils personnelle, en fait, en quelque sorte. Je m'étais fait le tacler, par exemple, par un pote sur une vidéo que j'avais fait sur Bernard Tapie qui vendait des télés, qui est sur ma chaîne YouTube, parce que en gros, mon pote disait ouais, Bernard Tapie c'est un voleur, etc. Et souvent quand j'en parle, les gens me disent un peu la même chose, mais en fait c'est pas ça que je juge, quoi. Ce qui m'intéresse, moi, c'est surtout comment le gars a développé ses techniques, comment est-ce qu'il a été perçu, qu'est-ce qui a fait qu'on l'a écouté. Et c'est ça que personnellement je trouve intéressant dans cette analyse-là. Ouais. Je sais pas ce que tu en penses, absolument d'accord. Hein, c'est ouvrir ses perspectives, encore une fois, quoi. Ouvrir ses perspectives à ce qui fonctionne et à pourquoi ça fonctionne, comment ça fonctionne. Moi, je pourrais faire le parallèle avec la musique. Parfois, je me dis, mais comment ça se fait que tel artiste marche? Et je suis pas le seul à me poser la question, hein, quand on entend certains rappeurs français. Mais lorsqu'on creuse, même si c'est pas musicalement parlant, quand on creuse dans les coulisses de leur succès, hein, finalement, leur succès, en tout cas en termes de chiffres et de popularité, c'est très intéressant de voir que telle personne a bossé, voilà, après on aime ou on n'aime pas, mais a bossé à telle valeur, elle est dans, je sais pas, telle simplicité de créer sans se prendre la tête, justement, etc., etc. Donc ouais, c'est bien d'ouvrir ses perspectives au-delà de nos préférences en matière de goûts et couleurs. Ouais, tout à fait. Donc, ouais, petite recommandation, du coup, nos petites recommandations de la semaine. Écoute, merci Wesley. Merci à toi Seb. Merci de nous avoir écoutés. Merci à vous. Et puis, on se retrouve du coup lundi prochain pour Systemator. N'oubliez pas les évaluations sur la plateforme de podcast que vous utilisez. C'est super important pour nous. Et si vous voulez plus d'informations sur les choses dont on a parlé dans cette émission, eh bien, vous allez sur le site systemator.tech. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.